troisième séance et c'est la deuxième semaine aussi. Donc ici, on va attaquer un peu les microgrids et l'énergie storage, le stockage d'énergie aujourd'hui. OK. OK. Euh, Pourquoi aujourd'hui on parle du microgrid, on s'intéresse beaucoup plus à l'électrification rurale. Il faut savoir que malgré l'effort déployé par le gouvernement en termes de tout ce qui est développement pour atteindre l'accès à l'énergie, selon le rapport de 2011, 600 millions d'Africains, qui correspondent sensiblement à 83% de la population, n'a pas toujours l'accès à l'électricité. Et on voit que cette inégalité, c'est beaucoup plus remarquable dans les zones rurales à cause de à cause de plusieurs aspects, parce qu'on va voir que dans les zones rurales, il y a une faible densité de population et aussi la consommation d'énergie est très réduite. Vous allez voir que, par exemple, dans les zones rurales, on a juste besoin du strict minimum juste pour l'éclairage ou bien peut-être dans les services comme dans les hôpitaux et autres. Donc, et aussi, on va voir que l'activité économique, elle est quasi existante. Peut-être juste, on a un peu l'agriculture qui est là. Donc, l'énergie n'est pas, voilà, c'est que pour, lorsqu'on voit, parce que dans les villes, parce on a beaucoup plus l'activité économique qui est développée. C'est dans ce sens que aujourd'hui, on a des réseaux électriques qui sont construits pour répondre aux besoins. Donc, comme je viens de dire, il y a cet éloignement de l'aspect géographique du réseau électrique national. Donc, on parle des micro-réseaux, bien des microgrids, c'est juste un système énergétique local qui est composé de sources de production qui est renouvelable, ça peut être le solaire, ou bien la biomasse, ou bien l'hydroélectricité, plus du stockage, des infrastructures de distribution capables de fonctionner de manière autonome ou bien des fois connectées au réseau. Donc, pourquoi les micro-réseaux sont pertinents? Parce que ce sont des solutions qui sont adaptées aux zones rurales isolées. Par exemple, aujourd'hui, les micro-réseaux ils peuvent fonctionner en mode island ou bien en mode non connecté avec le réseau électrique. Donc, et c'est là, ça nous évite beaucoup de coûts, c'est-à-dire pour construire des pylônes électriques et tout. Donc, ça évite les coûts d'extension des réseaux électriques et ça favorise aussi l'autonomie énergétique communautaire. Donc, on peut développer aussi des micro-activités comme aujourd'hui, comme les pompage solaires, par exemple, grâce à l'énergie solaire. Donc, et dans tout ça, ça s'inscrit dans le cadre du développement durable, comme l'accès à l'énergie et aussi, on peut dire, la réduction des gaz à effet de serre, les objectifs de l'ODD 13 et 7. Donc, les caractéristiques principales des micro-réseaux, donc, premièrement, c'est la production d'énergie locale, deuxièmement, c'est le stockage, troisièmement, c'est la distribution locale, que ce soit mini-réseau ou bien raccordé au réseau. On a aussi cet aspect de pilotage intelligent, bien les smart meters, les ondulaires, donc l'aspect un peu smart. Et comme je viens de dire, le mode de fonctionnement, c'est beaucoup plus, on a l'island mode ou bien le off-grid ou bien le on-grid. Et voilà, on vient d'entrer tout juste au mode de fonctionnement. Donc, les micro-réseaux, ils fonctionnent de trois manières. De manière autonome, le off-grid, connecté au réseau, et aussi le mode hybride. Donc, dans le cas de off-grid, on peut dire que le micro-réseau, il fonctionne de manière indépendante, donc souvent utilisé dans les zones rurales isolées sans accès au réseau électrique national. Donc, dans le off-grid, donc ici, il est interconnecté au réseau. Cela veut dire qu'on a notre microgrid qu'on va interconnecter au réseau principal. Donc, souvent, de nos jours, ça permet, pour les pays beaucoup plus développés, ça permet, par exemple, de réduire les factures énergétiques. C'est aussi, ça permet d'aboutir, par exemple, aux objectifs de mix énergétique. Donc, aussi, on a le mode hybride ou semi-indépendant. Donc, ici, le micro-réseau peut fonctionner en mode autonome, mais aussi on peut basculer automatiquement en mode connecté en cas de besoin. Donc, ici, on a beaucoup plus de flexibilité
et on utilise beaucoup plus dans les zones semi-urbaines. Donc, je voudrais un peu donner un peu la différence entre on-grid et hybride, parce que souvent, on dit que lorsque c'est connecté au réseau, des fois, c'est hybride. Et d'autres disent que lorsque c'est connecté au réseau, c'est déjà on-grid et hybride en même temps. Donc, ici, dans, dans tous les... Je vais essayer de faire la différence selon quelques critères. Par exemple, lorsqu'on est dans le on-grid ou bien en hybride, dans tous les deux cas, on est connecté au réseau. Donc, mais dans le cas de on-grid, il peut fonctionner sans, il peut fonctionner sans en fait, l'assistance du réseau électrique. Dans le cas de hybride, par exemple. Mais dans le cas de off-grid, non, on a besoin d'un système d'îlotage afin que ça soit, afin qu'on puisse avoir le réseau, en fait. Et on a aussi la priorité en termes énergétiques. Donc ici, la priorité, c'est le réseau principal. Par contre, dans le cas d'hybride, on a les ressources locales d'abord, puis le réseau. Par exemple, dans le cas d'hybride, par exemple, si on a l'énergie solaire qui est là, qui est disponible, on essaye de maximiser la production solaire, un exemple. Et par la suite, si ça ne va pas, ou bien on n'a pas d'énergie solaire, par exemple, la nuit, c'est là où on essaye de puiser du réseau. Mais dans le cas par exemple, dans le cas de on-grid, c'est le contraire. On va dire que voilà, le réseau d'abord, on a l'électricité, soit si on est connecté ou pas, on peut charger, par exemple, les batteries avec le réseau ou non. Mais dans le cas de hybride, on priorise toujours de maximiser la production renouvelable. Donc, dans le on-grid, est-ce qu'on a besoin de batteries? Non, en fait, pas obligatoire, par exemple, parce que je viens de dire que dans le mode hybride, on essaye de maximiser la production en renouvelable. Donc, dans le cas d'hybride, oui, on a besoin des batteries. Par exemple, dans le cas de on-grid, non, on n'a pas besoin des batteries. Ça peut être juste un micro-réseau constitué de sources renouvelables, ça peut être le solaire, avec juste le réseau principal, sans passer par les batteries ou bien par un système de stockage. Par contre, dans le système hybride, on a tout ce système, en fait. On a les batteries constituées comme des sources de stockage, on a le renouvelable, que ce soit le solaire, et on a le réseau. Donc, on essaie de maximiser tout ce qui est apport en renouvelable. Si ça ne va pas, on essaie de revenir, voilà, oui, on n'a pas d'énergie suffisante, on essaie de revenir au réseau. Donc, on parle un peu aussi de résilience en cas de coupure. Et ce que je viens de dire ici, la résilience, elle est élevée. Donc, ici, c'est comme si même si on n'a pas le réseau principal, en cas de bris, on peut continuer de fonctionner. Donc, on a la continuité de service sur le produit. Alors qu'ici, la résilience en cas de coupure, elle est très faible. Donc, on va aller un peu sur la topologie des micro-réseaux. Donc, on a trois typologies. Soit on est dans le cas de DC microgrid, ou bien AC microgrid ou hybride. Les microgrids, hybride, AC-DC, microgrid. Donc, dans le cas de DC microgrid, on va voir que c'est le cas où on a juste tous nos sources sont des sources DC. Par exemple, les loads, tous nos charges sont des charges DC. Donc, ici, c'est idéal pour tout ce qui est électronique, par exemple, le PC, les batteries. Et ici, on a moins de pertes, comme c'est déjà, on parle de DC vers DC, il y a moins de pertes. Et on a aussi cette conception qui est un peu simple. Mais lorsqu'on a des charges AC, par exemple, on a besoin de convertisseurs. Pareil pour le cas des AC, donc ils sont compatibles avec le réseau, par exemple le réseau principal qui est AC, et c'est aussi pour les appareils domestiques. Donc si on a par exemple des charges de load DC, on a besoin aussi de convertisseurs. Donc pour le cas hybride AC-DC, c'est une combinaison en fait. Donc il combine à la fois les sources AC et les charges AC et les charges DC. Donc, ici, on peut dire que l'architecture, elle est beaucoup plus flexible. Donc, on peut charger, par exemple, les batteries avec le DC. Et si on a les charges AC, on peut, voilà, sans les convertisseurs, on peut, on peut avoir directement l'alimentation en AC. Donc, on a dit la structure hybride ou bien la topologie hybride, elle est beaucoup plus un peu chère, par exemple, parce qu'on a besoin de plusieurs convertisseurs, par exemple, si on a des charges DC et de l'autre côté, on a des charges AC. Donc, on va essayer de voir un peu ici, voilà, ce que je viens d'expliquer.
Par exemple, ici, c'est un micro-réseau qui est connecté au bus principal ou bien au réseau électrique principal. Donc, ici, la topologie AC, si vous voyez ici. Donc, ici, on a le bus AC ou bien le bus, on peut dire le jeu de barre, voilà, AC. Et voilà, c'est connecté au réseau de distribution principal. Vous allez voir ici tout le network. C'est un peu, c'est AC. Par exemple, que ce soit ici, on vient de voir ici, c'est AC load. Tout ce qui est tiers 1, tiers 2, tiers 3 sont des loads. Et c'est en AC. Donc, on a le Renewable Energy Sources, ou bien que ce soit la provenance d'énergie solaire, que ce soit le PV système ou bien le wind, l'énergie éolienne. Mais on a toujours des convertisseurs, par exemple, dans le cas ici, comme on a par exemple, le DC en solaire, on a besoin des AC, des convertisseurs pour que déjà ça convertisse l'énergie avant d'injecter dans le bus AC, dans le jeu de balle AC. Pareil, dans le cas de turbine, on a besoin de convertisseurs AC-DC, aussi de DC-AC. Donc, ce sont des convertisseurs qui convertissent déjà des AC en DC, par la suite des DC en AC. Donc, ici, on a aussi des véhicules électriques, de EV, c'est ça, les points de recharge des véhicules électriques. Donc, on a besoin de convertisseurs comme d'habitude. On a de DC, ils doivent être assez avant d'injecter au réseau, ou bien des deux côtés du réseau, il va essayer de charger. Donc, et ici, on a besoin aussi de tout ce qui est le stockage d'énergie, Energy Storage System Devices. Donc, ici, on a comme je viens d'expliquer, la charge AC. Donc, on a le bus AC qui est là, mais avant d'injecter dans ce bus, il faut toujours la conversion. Donc, que ce soit le système solaire, l'éolienne, tout ce qui est pour la boîte de recharge des véhicules électriques et pour les batteries. Donc, on va voir qu'ici, comme c'est en hybride, ça peut être, c'est de deux côtés. On peut charger les batteries par exemple, avec le AC bus. Et voilà, le DC, c'est presque la même chose, mais ici, on a les AC bus, ici, on a le DC microgrid. Donc, on a le convertisseur. Le bus, ici, c'est différent. Ici, on a le bus AC. Ici, le jeu de barre, il est de DC. Donc, on a besoin de convertisseurs toujours DC-DC. Donc, ici, le courant, déjà, on a l'énergie déjà en DC, l'énergie solaire, mais on a besoin d'un convertisseur DC. Des fois, c'est pour stabiliser en termes de fréquence ou bien en termes de tension. Donc, il y a ce système de stabilité aussi qui est là. Pareil, la même chose. Pour le wind, on est déjà AC, donc on doit convertir en DC pour injecter dans le bus principal. La même chose pour la charge de tout ce qui est point de recharge des véhicules électriques. Donc, on a le DC-DC et pour les batteries, c'est toujours DC, mais on a besoin de ces convertisseurs ou bien pour la stabilité, pour tout ce qui est fréquence et tension. Donc, c'est presque la même chose dans le hybride AC-DC microgrid, mais ici, on a deux compartiments, le compartiment de bus AC et le compartiment de bus DC. Donc, voilà, on a le bus AC qui est là, parce qu'ici, on a le AC Network, le réseau AC, et ici, on a le DC Network, le compartiment de bus DC. Donc, ici, je vais essayer de parler un peu de différentes microgrids déjà en Afrique. Donc, on a en Tanzanie, par exemple, il y a un projet qui s'appelle Kigoma. Donc, ici, c'est la technologie, c'est solaire plus batterie plus le diesel de secours, un générateur, un groupe électrogène de secours, on peut dire. Donc, avec une capacité de 1,5 MW, et on voit ici bien que les bénéficiaires sont à 6 000 foyers. Donc, en Kenya aussi, donc c'est un camp de réfugiés, donc solaire plus batterie, on est à 60 kW et sensiblement à 5 000 personnes. Donc, au Nigeria, il y a un projet aussi qui s'appelle Malufasi, qui est constitué de solaire plus batterie, plus le backup diesel, le générateur de secours, avec 85 kW, qui alimente presque 300 foyers. Et ainsi de suite. On a aussi l'Afrique du Sud avec du PV plus batterie plus diesel de secours, ou bien du diesel pour la continuité d'alimentation avec 667 kW de PV plus la capacité de batterie
837 kWh en termes de batterie. Donc ici, on voit bien que ici, les bénéficiaires, il y a des écoles, les hôpitaux, les ménages, et voilà, c'est beaucoup plus, les zones beaucoup plus rurales. Donc voilà pour le premier projet. Voilà. Donc on va voir que ici, l'objectif de ce projet, c'est de réduire les coûts énergétiques liés au diesel parce que souvent, les projets liés à renouvelables, on essaie de beaucoup plus voir un peu, par exemple, dans les cas des écoles, bien dans les cas des campus, de réduire un peu la facture énergétique, de profiter un peu de profiter avec l'énergie solaire la journée et le soir, on essaie d'avoir un peu les générateurs diesel, les groupes électrogènes pour alimentation le soir pour un peu réduire la facture énergétique et aussi éviter les coûts des batteries qui sont très chers. Donc, deuxièmement, ça améliore un peu la fiabilité électrique pour les soins de santé et aussi ils veulent s'inscrire, ce projet s'inscrit aussi dans le cadre voilà, de la transition vers une énergie propre, stable et locale. Et aussi, souvent lorsqu'on fait des études ou bien on fait des projets solaires, c'est pour assurer aussi l'employabilité des jeunes, donc pour l'automatisation des techniciens locaux pour l'exploitation et la maintenance. C'est pour favoriser aussi les techniciens de la région, bien de la région d'avoir un peu, voilà, cette notion d'énergie renouvelable, souvent, c'est le transfert de compétences ou bien le transfert de savoir aussi. Donc, ici, la localisation, c'est dans la région sud de Tanzanie. Donc, c'est un campus donc, qui comprend 200 lits, une école secondaire, un centre de formation professionnelle et un logement pour les étudiants et enseignants. Donc, voilà un peu un peu le champ photovoltaïque. Ici, on a l'architecture de système hybride. Donc, c'est un système hybride, comme on vient de dire. Donc, c'est constitué de panneaux de 50 kW crête. Donc, on a sensiblement, en termes de tension, 1000 volts. Et on a pour le stockage de batterie, en termes de capacité, on a 170 kWh, je m'excuse. Et on a tout ce qui est générateur de groupe électrogène pour ici, on utilise la batterie et aussi le réseau électrique parce que, comme je viens de dire, c'est hybride. Lorsque le réseau il est indisponible, ce sont les batteries qui prennent le relais et tout. Et voilà, on a des ondulaires, des CAC, et voilà. Comme je viens de dire, il y a le réseau électrique national qui est là. Et on a le contrôleur de microgrid. Ils ont aussi mis le côté smart en fait, le côté smart meter, donc la gestion intelligente. Et voilà, pour tout ce qui est disponibilité en termes de charge, pour vérifier un peu les pics ou bien pour favoriser un peu la gestion du micro-réseau. Voilà. Ici, on va essayer de parler un peu du financement des micro-réseaux. Il faut savoir que souvent, le financement des micro-réseaux, ça vient, c'est un peu plus public, mais aussi il y a des prêts, des actions, des actions communautaires, des subventions et aussi des aides internationaux. Par exemple, dans le cas de mode de financement public, l'objectif, c'est d'avoir cet accès voilà, équitable et ça permet aussi de soutenir un peu les zones rurales. Donc ici, on peut avoir dans certains pays les agences d'électrification rurale. Donc on a les privés aussi, ce sont des développeurs. Donc ici, ce sont les développeurs ou bien les investisseurs. Donc on a aussi les PPP, ce sont les partenariats publics-privés. Donc ce sont les étapes, au fait, c'est l'État plus l'entreprise qui partagent un peu c'est au fait des projets ou bien soit des projets d'État, mais les partenaires privés, ils viennent, ils investissent avec leur intérêt aussi, bien sûr. Donc, il y a des communautaires, il y a aussi l'action communautaire comme les coopératives, comme les ONG, par exemple. Il y a les bailleurs aussi internationaux. Aujourd'hui, on a la Banque mondiale, la BAD, et aussi tout ce qui est GIZ, les entreprises comme GIZ et tout, se considèrent aussi comme des bailleurs de fonds. Et aussi le financement innovant, par exemple, les plateformes,
les fintech, les microfinances, par exemple, eux aussi, ils financent les projets des micro-réseaux. Donc, on va essayer de passer au stockage de l'énergie, qui est la deuxième partie. Donc, je voudrais un peu d'interaction avec le groupe. Pourquoi vous m'entendez? Donc, en fait, selon vous, pourquoi on essaie aujourd'hui de stocker de l'énergie? S'il vous plaît, peut-être ouvrez votre micro ou bien écrivez dans le chat. Pourquoi aujourd'hui on parle du stockage de l'énergie? Pourquoi? Donc, quelques volontaires, si possible, de répondre à la question ou bien un peu d'interaction aussi. Hello, hello. Oui, bonsoir madame. Bonsoir à tous. Oui, bonsoir. Bon, selon moi, on parle du stockage de l'énergie parce que euh, tout d'abord, l'énergie, on prend par exemple le soleil, la plupart des énergies renouvelables sont des énergies intermittentes, du Mhm, coup, qui varient en fonction du temps. Quand on prend le soleil, par exemple, il n'y a que dans la journée que c'est disponible. Et mhm. il peut y avoir même des jours où il n'y a pas vraiment de l'irradiation telle qu'on le veut. Du coup, dès qu'on a cette capacité de stocker la majorité en journée, c'est de pouvoir l'utiliser dans la soirée en fait. Donc on parle de stockage de l'énergie, c'est pour l'utilisation au cas où bien dans les conditions où on n'aura plus la possibilité d'avoir le maximum d'énergie qu'on veut. Donc, stocker de l'énergie, c'est de pouvoir l'utiliser au cas où la source ne sera plus probablement disponible. Donc, voilà un peu. D'accord, merci beaucoup, Madame Sabine. Autre volontaire? Dans les commentaires, on voit Shiraz qui dit pour le développement et Nabou qui dit pour assurer l'équilibre entre production et consommation. Ok, je vois le mot équilibre, d'accord, entre production et consommation, ok, d'accord. Quelqu'un veut encore prendre la parole ou bien on peut continuer? D'accord, ok, déjà, voilà, merci beaucoup pour ceux qui ont répondu. Voilà, vous avez déjà répondu. Pourquoi on va stocker aujourd'hui de l'énergie? On voit déjà tout ce qui est, comme disait Madame Cacao, qui disait que voilà, on parle de l'intermittence, voilà, tout ce qui est parce que les énergies renouvelables, et ce sont des sources intermittentes, voilà, et on voit aussi qu'il y a quelqu'un qui dit pour équilibrer entre l'offre et la demande. Donc, vous avez répondu à la question. Donc, sans stocker de l'énergie solaire ou l'éolienne ou bien l'énergie renouvelable en général, donc, on va voir qu'il y a l'énergie produite et aussi des fois en excès, mais on va le perdre parce que comment on va faire? On va produire l'énergie solaire la journée, on a besoin de cela la nuit, mais on ne peut pas l'utiliser. Donc, avec les systèmes de stockage de l'énergie, on peut conserver l'énergie qu'on a produite pour l'utiliser au moment opportun, que ce soit le soir ou bien lorsqu'on a besoin. Donc, mais c'est beaucoup plus il y a aussi l'aspect un peu l'équilibre entre l'offre et la demande, mais aussi la stabilité et la fiabilité du réseau. Par exemple, aujourd'hui, vous allez voir qu'on installe des batteries, pas pour juste stocker, non. C'est pour juste équilibrer entre l'offre et la demande, pour stabiliser un peu le réseau en termes de fréquence et aussi la tension. Donc, et aussi, ça permet de réduire les pics de consommation. Donc, on va avoir avec tout ce qui est stockage de l'énergie, on a moins recours aux centrales polluantes.
les centrales thermiques. Donc, et aussi avec les systèmes de stockage de l'énergie, ça permet de supporter aussi l'électromobilité. Aujourd'hui, on parle des véhicules électriques, donc des points de recharge un peu partout dans les pays européens et aussi africains. Donc, il y a aussi la résilience face aux événements extrêmes comme l'alimentation des secours pour les infrastructures critiques. Par exemple, lorsqu'on a les UPS, les alimentations sans interruption, par exemple, à base du stockage d'énergie. Donc, et aussi pour l'optimisation d'énergie, par exemple, pour synchroniser entre la production et la consommation afin de réduire le stockage, le gaspillage, j'allais dire. Donc, je pense que tout cela nous permet d'en déduire que voilà, les systèmes de stockage d'énergie sont indispensables déjà pour sécuriser, pour décarboner et aussi pour moderniser nos systèmes énergétiques. Donc, ils représentent aujourd'hui le système de stockage de l'énergie un moteur vraiment stratégique pour l'avenir de la transition énergétique. Donc, on va essayer d'un peu parler de l'évolution des systèmes de stockage de l'énergie. Il faut savoir qu'on parle des batteries aujourd'hui, mais ça remonte des dates. Ça date depuis le 19e siècle. Donc, on a commencé en 1939 avec les piles à combustible. Donc, on a la fusion de l'hydrogène et de l'oxygène pour l'électricité. Après, ce sont les batteries à plomb acide. Donc, après, dans les années 1859. Donc, ce sont les premières batteries rechargeables. Donc, après, on a les volants d'énergie, tout ce qui est batterie nickel, cadmium. On a le stockage hydropompé. Par la suite, on a les batteries à base de sodium, soufre. Et arrivé maintenant dans les années 1991, on essaie de parler un peu des batteries aujourd'hui, lithium-ion battery, des batteries lithium-ion, donc avec l'entreprise Sony. Donc, et en 2007, j'allais dire, on a aussi les batteries papier. Donc, ce sont les innovations maintenant, les innovations de 2007. Donc, on parle un peu du stockage de l'énergie en général, mais ils sont placés selon sensiblement 5 à 6, voilà. Ils sont classifiés en termes de sources, au fait. Donc, on a le stockage d'énergie thermique, donc ce sont les stockages de chaleur sensible, liquide ou solide. On a le stockage d'énergie mécanique. Donc, et même dans le stockage d'énergie thermique, on a beaucoup plus la chaleur sensible, la chaleur latente, les matériaux à changement de phase, les MCP ou bien le PCM en français. Donc, on a aussi le stockage d'énergie thermique. On parle aujourd'hui du stockage hydroélectrique, pompé, le stockage gravitationnel, le stockage par air comprimé, les volants d'inertie. Et aussi, on a le stockage chimique. Donc, aujourd'hui, on parle d'hydrogène vert un peu partout. Donc, le stockage de gaz naturels synthétiques aussi, des carburants solaires aussi. Donc, et le stockage électrochimique. Aujourd'hui, on parle des batteries. C'est la partie qu'on va essayer de développer par la suite. Donc, on a plusieurs sortes de batteries, les batteries plomb acide, les batteries lithium-ion, nickel, cadmium, sodium soufre ou bien sodium-ion aussi. Il y a aussi les batteries aujourd'hui à l'échelle un peu recherche, metal air battery et les batteries solides, solid state battery. Donc, on va essayer de voir un peu cette partie, pourquoi nous, dans le cadre renouvelable, on s'intéresse beaucoup plus au stockage électrochimique, mais il y a aussi le stockage d'énergie électrique, donc le stockage électrostatique, par exemple, aujourd'hui, on a le stockage magnétique, le stockage hybride aussi. Donc, on va essayer de parler un peu du stockage de BES, des batteries, cette partie, du stockage électrochimique. Donc, et dans le stockage électrochimique, on a plusieurs sortes de stockage. Par exemple, on a les batteries à flux, les batteries à papier, les batteries flexibles. Ici sont les plus petites batteries, comme dans les montres, par exemple, ou bien les batteries faites à base des imprimantes, les imprimantes 3D, donc pour d'autres applications. Mais ici, on s'intéresse juste dans ce qui... Donc, au courant de notre discussion, on va s'intéresser beaucoup plus au stockage d'énergie par batterie. Donc,
ici, lorsque vous voyez un peu l'énergie solaire, par exemple, on a le PV système, après, on a l'inverteur, et à côté de l'inverteur, souvent, on a l'ondulaire l'ondulaire, et après, on a les batteries directement, que ce soit connecté au réseau principal ou non. Voilà, ici à côté, on a les charges. Donc, il y a toujours la présence des batteries, par exemple, dans le cas des Island Mode, qui n'est dans le réseau, pas connecté au réseau principal, ou bien dans le cas où on a le mode hybride, ou bien le mode connecté au réseau, on a les batteries qui sont là. Donc, pourquoi? C'est géré pour compenser déjà l'intermittence des énergies renouvelables, mais aussi pour la stabilité, comme je viens de dire, du réseau. Donc, on voit ici que les batteries, ils jouent un rôle vraiment très important dans le mix énergétique. C'est pourquoi aujourd'hui, on voit un peu la R&D. Tout le temps, on essaie de voir un peu les travaux qui sont faits pour un peu voilà, apporter, que ce soit le volet coût, comment réduire les coûts des batteries, comment chercher les matériaux pour, voilà, pour réduire un peu les coûts ou bien pour avoir une densité énergétique plus élevée. Donc, aujourd'hui, de nos jours, presque la majeure partie de la recherche consacrée sur les batteries, c'est beaucoup plus les batteries, les stockages d'énergie par batterie. Donc ici, voilà, le système de stockage d'énergie par batterie, c'est un système, comme je viens de dire, ce sont des systèmes électrochimiques, donc dans lequel on a trois process. Donc, premièrement, on a l'ionisation, le transport des charges et aussi la recombinaison des charges. Et il faut savoir que le stockage d'énergie par voie électrochimique, on a deux classes. Premièrement, on a le stockage d'énergie par flow battery energy. Ce sont des stockages où dans laquelle on a la charge, il est stocké dans un combustible. Ici, le combustible peut être hydrogène, par exemple, et après, on peut le restituer par la suite si on a besoin. C'est le cas des piles à hydrogène, mais on a les batteries. Voilà, les batteries ici, que ce soit, comme on vient de dire, c'est par exemple les batteries lithium-ion, bien les lead acid batteries, les batteries à base de sodium sulfure, ou bien les batteries à base de sodium ion battery. Et aussi, on parle aujourd'hui des batteries de solid state battery, des batteries solides. Donc, dans l'electrochemical energy storage, on a deux. Ce sont les batteries energy storage et aussi le flow battery. Le flow battery, ça concerne un peu les piles à hydrogène ou bien les piles à combustible et tout. Donc, et nous, ce qui nous intéresse, ce sont les batteries energy system. Voilà. Donc ici, comme on vient de dire, les batteries, ce sont des dispositifs électrochimiques, donc qui convertissent l'énergie chimique en énergie électrique. Donc, chaque batterie, par exemple, il comprend plusieurs. On a l'anode, le cathode et l'électrolyte. Et même dans les batteries, ici, la classification qu'ils ont fait, ici, on a on a les batteries primaires et les batteries secondaires. Les batteries primaires, ce sont les petites batteries qu'on utilise dans les montres, par exemple, les CR 2032, les plus petites batteries. Donc ça, souvent, dès qu'on utilise, même dans les calculatrices, on est obligé de jeter. Donc, ce sont des batteries non rechargeables à usage unique, comme on vient de dire. Donc, on utilise dans les montres, les calculatrices. Donc, et on a aussi des batteries zinc carbone utilisées dans tout ce qui est équipement de faible consommation. Et ici, on a les batteries tout ce qui est les batteries de panneaux, les batteries panneaux solaires, smartphones, les ordinateurs, les véhicules électriques. Ce sont des batteries rechargeables. Donc, ce sont les batteries secondaires. Donc, on peut les recharger dès qu'ils sont déchargés. Donc, ici, on a les batteries lithium-ion, les batteries nickel-métal hydrure, les batteries plomb acide et aussi les batteries sodium-soufre aussi. Donc, ici, on va essayer de voir un peu le process des batteries lithium-ion. Donc, toujours, ce sont les procédures. Le processus, c'est l'oxydoréduction, comme d'habitude. Donc, pendant la charge, on a les ions qui migrent de la cathode vers l'anode. Donc, ici,
on va voir que pendant la charge, les ions, ils retournent vers la cathode via l'électrolyte. Mais pendant la charge, on va voir que les ions lithium-ion, ils migrent de la cathode vers l'anode. Et grâce à un circuit extérieur, on va voir qu'on a l'énergie. Donc, l'anode, souvent, c'est pour stocker les ions Li+. La cathode, c'est pour fournir les ions pendant la décharge. L'électrolyte, c'est pour permettre au transport des ions Li+, entre l'anode et la cathode. On a le séparateur. C'est un isolant qui permet d'isoler cathode anode pour éviter, par exemple, dans le cas des véhicules électriques, par exemple, ou bien dans le cas des batteries, les accidents, par exemple, dus au choc thermique, par exemple, surtout dans le cas des véhicules électriques et aussi dans le cas des batteries. Souvent, vous allez voir que les simples batteries vont prendre feu. On ne comprend pas pourquoi. C'est beaucoup plus... Souvent, le séparateur ne joue pas son rôle, c'est juste ça. Donc, c'est un isolant thermique, un isolant électrique, j'allais dire. Donc, et on a le collecteur, il essaie de conduire les ions vers l'extérieur, et on a le boîtier qui permet de protéger et encapsuler la cellule. Donc, ici, les matériaux utilisés dans le cas des batteries lithium-ion. Donc, on a l'anode, le constituant de graphite. Aujourd'hui, on utilise aussi le carbone synthétique, souvent à l'échelle de recherche. Mais aussi, on utilise aussi le silicium carbone. Le silicium, c'est bien parce que voilà, lorsqu'on voit un peu la densité volumique, le silicium, c'est un bon matériau, mais il a un sérieux problème, c'est le problème d'expansion. Et on utilise aussi le titanate de lithium, donc le LiTO12, voilà. Donc, dans le cas des cathodes, on utilise le LFP, le lithium peroxide, ou bien le lithium iron oxide, et aussi le NMC. Lorsqu'on voit le LFP, le NMC, le NCA, donc ce sont des oxydes, au fait, de lithium, des oxydes de lithium. Souvent, dans la formule, lorsqu'on dit NMC, souvent on dit que non, il n'y a pas de lithium, mais il y a toujours le lithium dans la formule exacte. Donc, par exemple, ici, le LMO, donc c'est du lithium manganèse oxide, le LCO, le lithium cobalt oxide, donc ce sont des oxydes de lithium. L'électrolyte, on utilise beaucoup plus du solvant organique, donc le EC, DMC, le EMC, donc le EC qui correspond au carbonate d'éthylène, le DMC, le carbonate de diméthyle, et on a le EMC qui est le carbonate éthylène. Donc, c'est beaucoup plus, on utilise un solvant avec par exemple, du source de lithium. Donc, qui est sel. Ici, par exemple, le LFP-F6, c'est du sel. Et on utilise un solvant organique, et ce qui constitue un peu l'électrolyte. Le séparateur, on utilise le polypropylène. Donc, à la recherche labo, on utilise le Celgar, le Celgar et le Wattmann. Donc, et à l'échelle industrielle, on utilise le Celgar. Le Wattmann, on utilise pas, on utilise juste à l'échelle labo, c'est juste du cellulose, en fait. Et pour le collecteur, on utilise le cuivre pour l'anode, et pour l'aluminium, on utilise le cathode. Par exemple, le collecteur, c'est le collecteur du courant dans lequel on va essayer de déposer notre matière active, le matériau ou bien notre bout. On va revenir un peu au processus. Donc, on utilise le cuivre dans le cas du collecteur, dans le cas de l'anode, et de l'aluminium pour le cas des cathodes. OK, on va essayer de parler un peu de la préparation des électrodes, comme on vient de dire, lorsqu'on envoie une batterie, on a l'électrode, l'anode, cathode, séparateur, électrolyte, qui est une solution aqueuse, et on a un peu le collecteur de courant avec le séparateur, bien sûr. Donc, le processus, par exemple, de la fabrication, je vais essayer juste d'énumérer. Voilà, c'est pas vraiment, on va pas aller en détail, mais juste les grands traits. Donc, premièrement, c'est le choix du matériau. Par exemple, pour l'anode, qu'est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que c'est du graphite que vous voulez? Ou bien vous voulez avoir du silicium carbone, c'est-à-dire un peu de silicium et un peu de carbone. Voilà. Donc, après avoir choisi, et aussi pour le cathode, qu'est-ce que vous voulez choisir? Est-ce que vous voulez choisir du lithium iron phosphate, le LFP,
ou bien du NMC, ou bien par exemple, du LMO, par exemple, du lithium manganèse oxyde. Donc, premièrement, vous allez choisir déjà votre matériau, ou bien le materials. Après, vous allez préparer une pâte, comme voilà, du slurry. Voilà, vous allez préparer la pâte, vous allez un peu mélanger un peu le matériau actif qui est le lithium ou bien le graphite. Donc, après, avec un lien, ça permet juste de lier tous les matériaux solides là, qui sont là avec un agent conducteur qui peut être, souvent on utilise le carbone black, c'est beau juste pour augmenter un peu la conductivité électrique avec un solvant. Le solvant, vous pouvez utiliser le solvant aqueux ou bien comme l'eau, par exemple, l'eau ultra pure. Et aussi, à l'échelle industrielle, on utilise le NMP, qui est un peu toxique. De nos jours, on essaie de changer un peu même le NMP, mais ça reste toujours le solvant utilisé dans l'industrie des batteries, surtout les batteries lithium-ion ou bien les batteries sodium-ion. Et après, on essaie de faire une pâte. Après avoir fait la pâte, après, on a ici material preparation. Donc, on a ça. Après, on va faire le mixing process. Donc, on va essayer de mixer au labo ou bien à l'échelle industrielle. Et après, on a la partie, comme je viens de dire, l'électrode. On a l'anode et la cathode. Donc, on va faire l'électrode manufacturing. On va faire le coating. Donc, le coating, c'est un peu l'induction. Donc, c'est le dépôt de la pâte qu'on a fait là sur le collecteur de courant. Donc, l'aluminium, comme je viens de dire, pour la cathode et le cuivre pour l'anode. Donc, c'est ici. Après le mixing process, on a le coating process. Après avoir fait l'induction, on va laisser un peu dans le vacuum pour sécher, pour éliminer en fait le solvant, que ce soit le NMP ou bien l'eau. Souvent, on le laisse pour X time, pour 12 heures, ou bien le laisser 6 heures, ça dépend. Donc, après, c'est là on part à l'étape calendrage, qui est la compression ici, pour ajuster la densité et la porosité. Ensuite, on va découper en petits morceaux nos électrodes. Donc, voilà, ça se passe aussi. Il y a le calendrage, après le calendrage, le découpage aussi, on a des épaisseurs bien définies, on va découper notre électrode. Donc, après, c'est l'assemblage des cellules. Donc, ça vient ici, la partie assemblée. Donc, il y a cet enroulement des électrodes séparés par un séparateur. C'est là où on va mettre le séparateur. Voilà, on a l'anode, le cathode, on va mettre le séparateur et on va enrouler. Donc, c'est ça. Et par la suite, on a l'insertion dans le boîtier, que ce soit cylindrical cell, push cell ou bien prismatique. Et un peu à l'échelle labo, on a le point cell. Les plus petites celles qu'on met, par exemple, dans les montres. Et ça, on utilise à l'échelle labo pour les tests électrochimiques. Mais il faut savoir que l'assemblage ici, dès qu'on coupe les électrodes, l'assemblage ici, ça se passe, on va le faire dans une chambre inerte. Pourquoi? Parce que l'humidité avec les batteries, ils vont pas ensemble. Par exemple, on a le lithium avec l'air, ça peut s'oxyder, et aussi l'électrolyte, donc ça peut aussi causer des dégâts comme ça va s'enflammer. Donc, on utilise des chambres qu'on appelle des glow box. Donc, ce sont des chambres beaucoup plus inertes. Donc, il y a des gaz à l'intérieur. Donc, souvent, lorsqu'on part dans les entreprises ou bien à l'échelle labo, vous allez voir des chambres où on va mettre nos 2 mains à l'intérieur de cette chambre. Donc, c'est un peu glow box. On essaie d'éviter tout contact avec l'air. C'est là où on essaie d'assembler. On met aussi, on essaie d'injecter l'électrolyte. Comme je viens de dire, c'est une solution constituée de sel plus un solvant. Par la suite, lorsqu'on a inséré l'électrolyte, après avoir assemblé électrode, anode, cathode, plus le séparateur, on essaie d'injecter l'électrolyte. Donc, comme ça, on va remplir l'électrolyte et on a le scellage hermétique, on va bien fermer. Donc, il y a des appareils bien spécifiques pour fermer aussi. Et après, on va aller pour le test. C'est la partie forming and testing. Donc, ici, on va tester. Premièrement, on va activer l'électrolyte pour former le SEI, le Solid Electrolyte Interfaces. Donc, lorsqu'on a notre pile déjà, pourquoi on essaie de former ce SEI? Par exemple, lorsqu'on fait la première charge, ce SEI, ça permet un peu de déstabiliser un peu notre batterie.
Par exemple, c'est l'élément essentiel, le SEI, pour la stabilité de notre batterie lors des cycles de charge et de décharge. Après, on va aller au repos et au vieillissement pour la stabilité chimique. Et après, c'est l'expédition. On va faire des contrôles qualité et on va expédier vers les différents marchés des batteries, voilà, jusqu'au consommateur. Donc, les différents types de batteries solaires. Ici, on va avoir les plomb acid battery, dans les lithium ion battery, le nickel cadmium battery et les batteries à flux. Donc, j'ai essayé de dénumérer un peu les avantages, aussi les inconvénients et la durée de vie. Et pour tout ce qui est plomb acid battery, c'est une technologie qui est mature. Donc, ça date depuis on est ici, voilà. Par exemple, les batteries à plomb acide, ça date depuis 1959. Donc, ce sont des batteries c'est une technologie qui est très mature. Et de nos jours, sur le marché, il y a beaucoup de plomb acide batteries. Ils sont à coût abordable, c'est une technologie mature, mais ils ont une durée de vie très courte. Donc, ce sont des batteries beaucoup plus volumineuses avec une faible efficacité. Par exemple, même le profondeur de décharge de tout ce qui est batterie plomb acide, c'est de 50%. Et en termes d'efficacité, lorsqu'on fasse plusieurs cycles de décharge, on va voir que la batterie se dégrade plus rapidement. Et voilà, la tendance actuelle de nos jours, ce sont les batteries, comme je viens de dire, lithium-ion. Donc, ils ont une haute efficacité et ils ont une longue durée de vie. Ils sont compacts en termes de volume aussi. Donc, ici, même si on fait plusieurs cycles de charge et de décharge, la batterie est toujours, elle est beaucoup plus efficace. En même temps, les batteries lithium-ion, ils sont avec un peu de volume, on peut stocker beaucoup d'énergie. C'est pourquoi on dit qu'ils sont une haute efficacité. Donc, pour le coût, malheureusement, ils ont un coût initial élevé, mais lorsqu'on voit un peu le durée de vie, c'est sensiblement jusqu'à 15 ans. Donc, pour les batteries nickel-cadmium, donc ils ont une bonne performance, ils peuvent aussi supporter les températures extrêmes, mais on voit que le cadmium, il est vraiment toxique. C'est pourquoi on dit qu'il a un impact environnemental négatif. Donc, c'est aussi 10 à 15 pour 15 ans, mais de nos jours, on essaie d'éviter le cadmium à cause de sa toxicité. Et on a les batteries à flux, les flow batteries. Ici, le problème des flow batteries, ce sont des batteries beaucoup plus volumineuses et même pour le coup, ils sont vraiment très coûteuses par rapport aux batteries lithium-ion. Donc, et ce sont des batteries qu'on utilise pour des décharges rapides. Donc, ils chargent rapidement, ils déchargent aussi rapidement. Donc, pour la durée de vie, ça part jusqu'à sensiblement 20 ans. Donc, ici, voilà, c'est juste un peu de calcul pour voir un peu comment on va choisir notre batterie et quelles sont les approches qu'il faut avoir avant de choisir, avant de dimensionner la capacité de la batterie. Donc, pour la batterie, il faut savoir que il y a la consommation qui est là, qui joue un élément très important, la consommation quotidienne. Donc, ici, voilà, on a la consommation quotidienne à wattheures. Donc, lorsqu'on fait l'inventaire de tous les charges qui sont là, ou bien pour la consommation journalière. Donc, il faut savoir que ça joue un rôle très important. On peut juste dire que voilà, on a 5 appareils, ou bien on a 5 charges, mais par contre, on a 8 charges, mais on dimensionne pour 5 charges. Après, la batterie, le soir, ça peut pas être fonctionnel. On va dire que voilà, c'est la qualité de la batterie. Des fois, on a juste mal dimensionné nos batteries en fonction de la consommation quotidienne journalière. Donc, et aussi le nombre de jours d'autonomie. Donc, par exemple, si vous voulez que votre batterie peut subvenir à la demande de 2 jours ou bien d'une journée, voilà, ça dépend de chaque consommateur ou bien chaque usager. Et en plus, la tension de la batterie, donc ça peut être 12, 24 ou bien 48 volts pour des grandes centrales. On a aussi la profondeur de décharge, donc le DOD. Donc souvent, la profondeur de décharge pour tout ce qui est lithium-ion, c'est 0,80 et 0,90. Donc,
Pour tout ce qui est batterie plomb, c'est 0,50. C'est donc, la profondeur de décharge, c'est juste à quel niveau vous allez, voilà, décharger votre batterie, bien charger votre batterie. Par exemple, aujourd'hui, on dit qu'il faut pas, il faut charger de 0 à 80% ou bien de 0 à 90%. Il ne faut pas aller que la batterie se charge à 100% pour éviter que la batterie, ça se dégrade. Et lorsqu'on dit le profondeur de décharge à 90%, donc lorsque vous déchargez jusqu'à 10%, il ne faut pas que ce soit 0% avant de recharger. 10%, il faut recharger, bien à 20%, il faut recharger. C'est ça, c'est la profondeur de décharge maximale. Donc, et aussi la pertinence de l'approche, il faut, lorsque vous dimensionnez un peu les batteries, il faut essayer d'éviter la sous-dimension, comme je viens d'évoquer ici, pour éviter la panne de fréquence et aussi pour les décharges profondes. Il faut optimiser en termes de coût. Il ne faut pas aussi dire que voilà, j'ai besoin de continuité de service, donc je vais essayer d'augmenter un peu la capacité de la batterie. Ça aussi, faut éviter. Donc, il faut prolonger la durée de vie de la batterie en limitant la profondeur de décharge. Donc, le DOD, c'est pour juste prolonger la durée de vie de votre batterie. Donc, souvent, il faut prendre ce paramètre en considération. Donc, et il faut savoir qu'en tout ça, il faut s'adapter aux besoins réels de l'utilisateur et voilà. Donc je vais essayer d'évoquer un peu pourquoi les batteries lithium-ion restent la meilleure des options bien aujourd'hui. Voilà, peut-être demain, on va créer des batteries sodium-ion, ils vont rester, qui seront les meilleures. Mais actuellement, apparemment, dans le marché un peu des batteries, les batteries lithium-ion restent les meilleures options, en fait. Donc, ils ont une haute densité énergétique, donc plus d'énergie stockée par unité de volume ou bien par unité de poids. Donc, on a dit que la durée de vie, c'est sensiblement 15 ans. Et aussi, ils ont une efficacité élevée. Donc, on a dit que la profondeur de décharge, c'est 90%. Donc, ils ont moins de pertes lors de décharge et de décharge, lors de charge et de décharge. Et pour la maintenance, c'est vraiment pas besoin vraiment d'entretien régulier. Par exemple, pour les batteries lithium-ion, comme comparant aux batteries plomb-acide. Et pour la taille, ils sont beaucoup plus compacts. Ils sont faibles à intégrer voilà, à l'échelle résidentielle ou bien à l'échelle industrielle. Ils ne sont pas vraiment trop lourds aussi. Donc, je vais essayer de numérer un peu les domaines de recherche actuels pour réduire un peu le prix des batteries. Actuellement, on pense un peu aux matériaux d'électrode. Donc, les recherches sont axées beaucoup plus sur trouver un matériau pour répondre un peu, ou bien pour diminuer les coûts des batteries lithium-ion. C'est pourquoi on parle aujourd'hui des batteries à base de tout ce qui est pour la partie l'anode, c'est beaucoup plus le graphite. Donc, mais on utilise aussi le graphène souvent. Oui, on utilise des graphènes. Voilà, je viens de le citer ici. Voilà. On utilise aussi des graphènes ou bien pour l'alliage silicium-carbone. Beaucoup plus, les recherches, on utilise les matériaux comme un peu de silicium avec un ratio un peu avec le carbone pour éviter un peu l'expansion du carbone, l'expansion du silicium. Mais on utilise aussi des batteries à base de sodium. Les batteries sodium-ion, c'est un peu développé. Il y a une entreprise même qui a fait les premières batteries sodium-ion. Et aussi, voilà, le soufre aussi, je n'ai pas mentionné. On utilise aussi le soufre aujourd'hui pour les applications des nouveaux matériaux d'électrode. Et aussi, on essaie d'améliorer un peu l'électrolyte. Donc, on a aussi aujourd'hui les électrolytes solides pour les batteries solides, solid state battery. Et voilà, l'objectif, c'est d'avoir des électrolytes, mais beaucoup plus moins chers et performants. Mais le volet de recherche, aujourd'hui, on essaie de voir un peu, c'est le recyclage et la réutilisation des batteries. Par exemple, pourquoi pas utiliser les batteries lorsqu'ils sont à la fin de leur cycle, les batteries lithium-ion, bien sodium-ion, bien les batteries même à plomb, lorsqu'ils ne contiennent pas des éléments toxiques, par exemple. On peut optimiser le recyclage et ça là, on peut faire ça, que ce soit récupérer tous les batteries et aller régénérer en fait les matériaux à l'intérieur. Par exemple, récupérer un peu les graphites qui restent, par la suite, par des procédés chimiques, essayer de voilà, valoriser ces matériaux en fait, primaires.
Et aussi la technologie alternative. Aujourd'hui, voilà, je viens de parler de sodium-ion et tout. Et l'optimisation de la fabrication aussi. On veut fabriquer des batteries, mais avec un processus beaucoup plus industriel, un peu efficace. Pas toute une chaîne, mais voilà, trouver une méthode plus efficace pour la fabrication des batteries. Donc, on va parler un peu, ça c'est notre dernier slide, je pense, on va parler un peu de l'innovation low-tech et du stockage de l'énergie, donc dans le contexte un peu africain. Donc, on dit aujourd'hui, pourquoi on parle d'un peu de l'innovation low-tech, c'est de trouver des solutions de stockage de l'énergie simples, voilà. J'ai fait un peu la corrélation entre l'innovation low-tech avec le stockage de l'énergie. Donc, c'est de trouver des solutions d'énergie qui sont simples, peu coûteuses, durables surtout, et faciles à produire localement, sans recours à la technologie, voilà, beaucoup plus complexe ou chère. Par exemple, aujourd'hui, on parle de la technologie lithium-ion qui sont beaucoup plus modernes et chères. Pour l'Afrique, par exemple, on peut exploiter nos ressources naturelles, par exemple, locales, par exemple, la valorisation des phosphates ou bien du graphite. On peut, voilà, pourquoi pas, par exemple, les gens des mines ou bien nos ministères de mines de nos pays, ils essaient de se concentrer pour exploiter les ressources naturelles locales. Par exemple, valorisation des phosphates, du graphite, du cellulose, par exemple, on utilise les séparateurs. De nos jours, les gens tentent à utiliser le cellulose pour les séparateurs. Pourquoi pas utiliser, valoriser tout ça pour les batteries, pour l'industrie batterie, en fait. Par la suite, on a construit ensuite une industrie de fabrication de batteries made in Africa, pourquoi pas. Voilà, aujourd'hui, pas mal des entreprises européennes, ils essaient voilà, de fabriquer les batteries et voilà, ils essaient de vendre ici en Afrique ou bien à l'étranger qui sont un peu chers. Pourquoi pas valoriser nous-mêmes nos ressources primaires et créer une chaîne de valeur pour l'industrie locale. Et voilà, proposer des batteries à bas prix adaptées aux besoins du continent et voilà, réduisant ainsi la dépendance aux importations. Donc, il y a aussi d'autres types de stockage low-tech qu'on peut utiliser. Par exemple, stocker de l'énergie en soulevant des poids, par exemple, les matériaux piezoélectriques. Par exemple, ça, on peut stocker, on appelle les stockages par gravité. Aussi, on a l'énergie thermique, par exemple, utiliser des matériaux, par exemple, simples comme la pierre, là, et on peut y stocker de la chaleur restituée, par exemple, plus tard. Et aussi, on a l'énergie chimique. Donc, par exemple, utiliser le sodium, par exemple, pour recycler. Et aussi l'hydroélectricité à petite échelle. Donc, on a le pompage et le stockage d'eau, si on a des cours d'eau, par exemple, ou bien des réservoirs simples. Donc, je pense qu'on va s'arrêter ici. Et voilà. Merci beaucoup. S'il y a des questions, voilà, je vais essayer de les répondre. S'il y a d'autres intervenants qui veulent prendre la parole, si vous avez des compléments d'information ou bien si vous voulez ajouter quelque chose, soyez les bienvenus. Je vois qu'il y a Dramé qui a levé la main. Oui, merci beaucoup de me donner la parole. Vraiment, je remercie la présentation. C'est une belle présentation. Voilà, j'ai une petite question par rapport à cette belle présentation. Maintenant, quelle différence y a-t-il entre les batteries classiques comme batterie lithium, sodium et celles des batteries à fluorodox? C'est ça que je voulais savoir. Et quel est le principe de fonctionnement des batteries-là à fluorodox? Par exemple, dans le cas du type vanadium. Merci beaucoup. J'ai tellement de questions, mais je m'arrête là, en fait. Il est préférable que je prenne toutes les questions. Par la suite, on va essayer de répondre si possible. Okay. Donc, voilà, la troisième question. Quelle technologie? Donc, la première question, c'est le principe de fonctionnement des batteries redox, le redox flow battery, n'est-ce pas? Oui, et la différence qu'y a-t-il entre les batteries lithium ou sodium, c'est-à-dire les batteries classiques et celles des batteries à vanadium aussi. Maintenant, troisième question aussi, quelle technologie la plus adaptée entre les différentes batteries pour stocker les énergies renouvelables?
Technologie, ok. La question, la technologie adaptée, la meilleure technologie, la technologie la plus adaptée pour stocker les NRO, n'est-ce pas? Oui. Et la dernière question, le fonctionnement, le fonctionnement du stockage par KS et volant d'énergie. Comment ça fonctionne, Ok, les deux là? ok. Ok, KS et Merci. vraiment dynamique. D'accord. Compris. Ok, il y a d'autres questions. On va essayer de prendre une série de sensiblement 5 questions et on va essayer de répondre. Il n'y a plus de questions ou bien c'est dans le chat et tout? Ok, je vais essayer de répondre à la première question, le principe de fonctionnement de tout ce qui est redox flow battery. Donc ici, pour le fonctionnement de base, on a deux réservoirs, tu vois, deux réservoirs qui stockent de l'électrolyte liquide. Par exemple, un pour l'anolyte. Ici, on a l'anode cathode. Mais pour tout ce qui est vanadium, on a l'anolyte et le catholyte. Et on a aussi des liquides. Le liquide, il est pompé d'une cellule, voilà, d'une cellule à une autre par des réactions d'oxydoréduction. C'est toujours le principe de, que ce soit flow redox battery ou bien lithium-ion battery, c'est toujours l'oxydoréduction qui est là. Mais toujours, dans la partie redox flow, il y a cette membrane ionique qui est souvent, c'est la membrane de champ de protons. C'est ça qui est la partie la plus importante. C'est la membrane ionique. Donc, lors de la décharge, il y a cette réaction de redox, la réaction de redox qui est là, qui libère de l'électron. Et ça circule un peu dans un circuit qui est externe. Donc, et ça, on va dire que c'est un peu la production de l'électricité. Mais lors de recharge, on va voir que le courant électrique, il force les réactions inverses. C'est le stockage de l'énergie. Donc, on a toujours le couple oxydoréduction qui est là, mais il y a cette membrane ionique qui est formée. On a l'électrolyte, l'anolyte et le catholyte. C'est un peu ça la base de fonctionnement. Pour le vanadium redox flow, donc c'est... Je réponds bien à quelqu'un qui parle. Je ne sais pas si tu as partagé l'écran ou bien tu... Non, j'essaie juste d'expliquer. Alors, on va revenir ici. C'est ça. On est ici. Donc, comme je viens de dire, à l'anode, on a le décharge avec l'oxydation du vanadium. Et dans le cathode, on a la décharge qui est la réduction du vanadium. Donc, je viens de dire que pendant la recharge, la décharge, surtout les réactions de redox, il libère les électrons qui circulent par le biais d'un circuit externe. On a la production de l'électricité. Pendant la recharge, alors, on a un courant électrique. Souvent, on a la force de réaction inverse qui ça se passe et l'énergie, elle est toujours stockée. Donc, le principe de fonctionnement, c'est comme je viens de dire ici, il y a deux réservoirs, le réservoir anolyte qui est là et un pour le réservoir catholyte. Et on a un liquide qui est là. Le liquide, il est tout le temps pompé vers le solide grâce à l'électrochimie et grâce à une réaction d'oxydoréduction. On a le mécanisme de membrane qui est là, membrane ionique. Je pense que est-ce que je me suis fait
la compréhension, ça va, ou bien je peux réexpliquer. C'est beaucoup plus, c'est la même chose, comme je viens de dire, c'est toujours le couple oxydoréduction, la réaction qui se passe, mais on a toujours un membrane qui est formé. Donc, pour la deuxième question, c'est quelle est la technologie la plus adaptée pour les énergies renouvelables, pour le stockage des énergies renouvelables? Bon, pour cette question, je pense que voilà, c'est une question, on peut dire qu'il y a plusieurs sortes de batteries, par exemple ici. Les batteries de type plomb acide, ou bien les batteries de lithium acide, ou bien les batteries de type nickel, ou bien les batteries, les flow batteries. On utilise aussi les flow batteries pour le stockage. Donc, moi, je pense que c'est une question de coût, en fait, de coût qui est là et aussi de quelle technologie toi tu veux utiliser. Par exemple, quelqu'un va dire que lui c'est, on peut dire le coût, pour lui, c'est important, pour lui, il ne peut pas acheter des batteries lithium-ion à cause de leur coût. Mais pour une autre personne, ils disent que non, lui, c'est pas grave, il peut investir pour un investissement un peu durable. Il peut investir, il n'a pas de problème, il peut acheter les batteries lithium-ion, même si c'est cher, il va les utiliser parce que on aura moins en fait, c'est l'investissement que je vais faire au début, même si c'est cher, je ne veux pas regretter après 5 à 10 ans ou bien après quelques années. Donc, il y a cet aspect qui est là et aussi l'aspect un peu technologie. Par exemple, quelqu'un, il va dire que voilà, lui, le cadmium, il peut utiliser cadmium s'il ne sait pas que le cadmium, il est nocif pour l'environnement, oui, il est nocif pour lui ou bien pour l'utilisation même. Donc, on a cette corrélation entre le coût et un peu pour un utilisateur qui s'y connaît dans le monde, que ce soit électrique ou énergétique, il a des préférences. Donc, mais je pense que c'est beaucoup plus le libellé coût, le côté coût. Donc, la dernière question. Peut-être, si je peux compléter un peu cette question, je crois que pour tout usage, le choix dépend de ce qu'on veut. En fait, de ce qu'on veut. Est-ce qu'on veut la sécurité? Est-ce qu'on veut, est-ce qu'on a des conditions économiques? Ou bien plutôt, on veut que ces batteries-là, parce que les réseaux ou bien le site sur lequel on va installer est très éloigné, on veut une batterie qui puisse durer le plus longtemps possible. Tout ça, ça conditionne nos choix. Donc, on ne peut pas, ça ne dépend pas nécessairement du type directement au renouvelable ou non renouvelable, mais surtout, c'est qu'on veut et notre capacité à acheter la chose. Je crois que c'est beaucoup plus lié à ça. Parce que si on veut beaucoup plus de sécurité, on ne va pas aller chercher des batteries qui s'explosent rapidement pour nos résidences, par exemple, à cause de l'incendie. Combien le coût est intéressant, à cause du facteur sécurité, on va basculer à une autre technologie. Et si on n'a pas une économie, ou bien si on n'a pas un facteur économique qui tienne, on ne peut pas aussi se lancer dans le choix d'une batterie qui ne correspond pas simplement à notre poche, quoi. Donc, franchement, le choix dépend de ce qu'on veut. Et si on sait ce qu'on veut et si on sait notre capacité interne, on peut facilement choisir, quoi. Et ici, on a présenté simplement les avantages et les inconvénients. Les avantages et les inconvénients, et on voit du coup par rapport à ces avantages, hein, la durée de vie est courte. Donc, si on veut aller, par exemple, si on veut aller dans les maraîchères ou bien si on veut aller dans les résidences, c'est plutôt ça qui serait adapté. Si on veut aller dans l'industrie, ça serait plutôt ça parce que le coût est élevé, mais la capacité est bonne, la sécurité est bonne, c'est par rapport à ces critères-là qu'on choisit. Mais on ne peut pas dicter de façon précise que voilà tel pour tel, non. Ça va être compliqué. Ça. Oui, parce que même par exemple, comme tu as essayé d'évoquer le redox flow battery, par exemple, est-ce qu'on a besoin de stockage de longue durée, est-ce que de quelques heures ou bien de plusieurs jours? C'est ça aussi, ça dépend au fait de ton need, le besoin que tu as besoin.
est-ce que tu as besoin pour quelques jours, pourquoi pas utiliser le lithium-ion batterie, c'est moins cher et ça peut faire l'affaire. Mais si tu as besoin d'un stockage à plusieurs heures, à plusieurs jours, et ça, tu peux aller vers les batteries redox flow aussi. Donc Casimir a bien expliqué, donc ça dépend de chaque personne et de chaque utilisateur, qu'est-ce qu'il veut. Et vraiment, il tient compte aussi de l'aspect coût, parce que de nos jours, lorsqu'on fait des études de marché ou bien des gens, ils sont prêts à payer combien même pour faire une étude de dimensionnement. Donc tu vas le proposer et par la suite, ce qu'il veut, tu vas faire avec selon leur poche, en fait. On peut passer à l'autre question. Le principe de fonctionnement de tout ce qui est, je pense, volant d'inertie, non? Je pense, oui, volant d'inertie et Compressed Air Energy Storage, voilà, KES. Au fait, pour tout ce qui est le stockage d'énergie par air comprimé, donc il faut savoir que l'électricité, il est utilisé pour compresser de l'air. Par la suite, il est stocké dans des cavernes qui sont beaucoup plus souterraines ou un réservoir en général. Et lorsqu'on a besoin d'électricité, elle est relâchée, par la suite détendue, et grâce à une turbine, on va faire tourner une turbine pour produire de l'électricité. Donc, on a premièrement la compression de l'air, stockage, détente, puis par la suite la production d'électricité via des turbines. Donc, ça, c'est pour tout ce qui est Compressed Air Energy Storage. Pour le volant d'inertie, je pense que l'étape, c'est... Donc, on a des moteurs déjà qui font tourner un disque, par exemple, lourd, qu'on appelle volant déjà. Des fois, la vitesse est à une très grande vitesse. Donc, par la suite, l'énergie elle est stockée sous forme de vitesse rotative. Voilà. Par la suite, on a lorsqu'on a besoin de l'énergie, surtout lorsqu'on a le need, le besoin, le volant, il entraîne un générateur, c'est la même chose. Par la suite, on a notre électricité ou bien notre production d'électricité. Donc, toujours, on a la rotation du volant, par la suite, stockage. L'autre partie, on a la détente. Ici, c'est un ralentissement. Par la suite, on a la production de l'électricité. Donc, je pense que voilà, je me suis un peu... Je peux réexpliquer ainsi. Je pense que la personne qui a posé la question, s'il n'a pas compris. Et oui, c'est bon. Mais par rapport à la batterie du vanadium, voilà, je pense que le vanadium a 5 degrés d'oxydation. Maintenant, là, comment savoir que tel couple doit aller dans l'anode ou bien dans la cathode aussi? Il a un degré d'oxydation. Quel couple ou bien, je n'ai pas compris? Ouais, le vanadium a 5 degrés d'oxydation, V2+, V2 plus vers V3 plus, oui, voilà, ça c'est V3+, et V4, voilà, V4 plus V5. Maintenant, pendant la charge ou bien la décharge, comment savoir que voilà, ce couple-là, c'est pour l'anode, l'autre couple, c'est pour la cathode. Parce que déjà, on a l'anolyte, dans l'anolyte, on a le passage de V2 plus vers le V3 plus. Dans le catholyte, c'est le VO2 plus qui va vers VO2. Donc, c'est dans chaque compartiment, en fait, que ce soit l'oxydation ou la réduction, ça se définit dans chaque compartiment. Donc, c'est, en fait, bien, je me suis pas fait comme, dans chaque compartiment, par exemple, l'oxydation, il part de V2 plus à V3 plus. Et on a l'électron qui est là. Donc, à partir de VO2 plus le 2H plus, comme voilà la réaction de réduction, on a la réduction du vanadium. Donc, c'est défini dans chaque compartiment, comme par exemple dans le cas des batteries, que ce soit dans l'anode ou dans la cathode, la réaction d'oxydoréduction. Donc, le catholyte, dans l'anolyte, on a l'oxydation, dans le catholyte, on a la réduction. Donc, je ne sais pas si quelqu'un peut répondre à la question, s'il n'a pas compris bien. D'accord, je pense c'est ça qu'en fait. Parce qu'on a l'anode et la cathode. C'est-à-dire, je voudrais savoir que parmi ces deux couples-là, quel est le couple qui est le plus électronégatif, quoi, en fait? Parce que dans l'anode, c'est celui qui doit donner de l'énergie, qui doit donner des électrons, je pense. Oui, dans l'anode, l'anode, c'est beaucoup plus le décharge. Okay. L'anode, il fait le décharge, donc. Donc, c'est le couple V4+, V5+. Oui, à mon avis. Ou bien le couple VO2+. Ouais, c'est la même chose.
Ok, merci beaucoup. Je vous en prie, M. Ibrahim. D'autres questions? Le chat, M. Casimir, est-ce que vous pourrez nous aider avec le chat? S'il y a des questions et tout. Maintenant, pour le supercondensateur, je pense que prochainement ou bien Bon, le selon le stockage temps, électrostatique, ouais. ok, pour le temps réparti, je pense qu'aujourd'hui, on a essayé de voir un peu. C'est pas un cours, comme on vient de dire. On ne peut pas tout voir en 1h30. Donc, c'est juste donner un aperçu global au fait de tout ce qui est energy storage. Donc, je pense que demain, on va essayer de voir un peu avec M. Casimir la partie, tout ce qui est cours. Comme c'est 2 semaines et on a sensiblement 6 heures. Donc, c'est un peu difficile de pouvoir tout dire en fait, dans ces séances de 1h30. Donc, peut-être tu pourras m'écrire, je peux te donner des documentations ou bien on peut s'entraider. Peut-être que tu as des choses avec que je peux apprendre. Oui, Ou tout bien à vous fait. pourrez. Voilà. Je pense que je vous ai même écrit un message dans LinkedIn. Ok. Oui, Oui, parfait. Je vais laisser mon adresse LinkedIn ici. Donc, si une d'accord. personne veut me contacter ou bien dans le groupe, on va essayer je vais donner mes coordonnées, comme ça vous pourrez m'écrire. Je suis avec vous aussi dans le groupe pour ceux qui sont dans le groupe. Il y a d'autres questions? C'est Dindi qui dit merci pour votre présentation. J'aimerais savoir quelle position occupe le solaire thermique aujourd'hui dans la transition énergétique. Ok. Quelle place occupe le solaire thermique dans la transition énergétique? D'accord. Casimir, vous allez répondre ou bien? Je vais répondre par la suite. D'accord, il y a aussi Sébastien qui a levé la main. Il peut poser la question, comme ça on répond au fur et à mesure. Ok. Bonsoir à tout le monde. Vous Oui, recevez bonsoir, bien? monsieur. D'accord. Moi, c'est Sébastien Amani d'Andoye. Déjà, merci pour cette belle présentation. Moi, j'aimerais revenir en fait sur les microgrids. Je ne sais pas, vu la complexité de la mise en place et les technologies en jeu, je veux dire, je ne sais pas si l'Afrique en fait est capable de produire ces technologies-là à l'heure d'aujourd'hui. Et économiquement, selon vous, en fait, est-ce que c'est une solution qui est viable à court terme, je veux dire, qu'on peut étendre aux zones rurales africaines ou bien c'est plutôt moyen ou long terme? Ok. Ok, merci beaucoup Sébastien pour ta question pour les microgrids. Il faut savoir qu'aujourd'hui, les microgrids sont déjà un peu partout en Afrique. C'est une des solutions vraiment et, euh, pour moi, c'est idéal, surtout dans les zones un peu rurales où on n'a pas le network, le réseau électrique principal. Donc, le réseau, que ce soit euh, le réseau électrique principal. Donc, ce sont par exemple, au village, on va voir que dans certains pays africains, le réseau, il passe par des villes et arrivé dans certaines régions, on n'a pas le réseau électrique. Donc, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'accès au peuple un peu dans les zones rurales? Donc, la première solution, c'est quoi? Soit d'investir pour construire des pylônes électriques, c'est-à-dire des lignes, que ce soit acheté ou les acheter beaucoup plus MT ou bien BT. Et ça demande un coût vraiment élevé, construire des pylônes électriques qui passent de kilomètres en kilomètres. Deuxièmement, la deuxième on peut dire, solution, soit de construire des réseaux, des micro-réseaux ou bien des mini-réseaux pour permettre de servir la population rurale, que ce soit pour l'éclairage, parce que c'est une population où on ne consomme pas d'énergie. Donc, la consommation d'énergie électrique, juste des fois, c'est l'éclairage, ou bien pour charger le téléphone, ou bien on a besoin dans les services comme les hôpitaux et autres, les centres de santé, les petits centres de santé,
et les écoles, voilà, c'est ça. Donc, la solution idéale, ce sont les petits micro-réseaux qui sont là, qu'on va essayer que l'État peut investir ou bien les privés peuvent investir ou bien les organismes, ils investissent, c'est là, ou bien même, des fois, il y a il y a des, il y a des organismes qui disent pay as you go, par exemple, c'est juste, tu utilises l'énergie, tu payes l'énergie, par exemple, si tu utilises 1 kWh, tu as besoin d'1 kWh aujourd'hui. Nous, tu payes le prix d'1 kWh et tu utilises. Tu n'es pas obligé de payer toute l'énergie qu'on va te mettre en place. Donc, ce sont des petites coopératives qui sont là, ils font des micro-réseaux, on te donne l'énergie et tu payes avec la quantité dont tu as utilisé à la maison. Donc, c'est ça aussi. Donc, pour moi, je vois que les microgrids, c'est vraiment une approche vraiment prometteur pour les zones beaucoup plus rurales. Mais pourquoi pas aussi dans les zones urbaines, des fois, par exemple, un client peut dire que lui, il a besoin de diminuer un peu sa facture énergétique. Il va installer juste des panneaux solaires sans batterie, bien sûr. Il a le réseau la nuit et la journée, il utilise l'énergie solaire. Donc, voilà, c'est aussi ça. Mais aussi dans la zone urbaine, par exemple, comme je dis, à part la facture énergétique, il y a des zones où voilà, il y a souvent des blackouts. C'est un peu désolant, mais en Afrique, c'est beaucoup plus ça. Il y a des blackouts, même il y a le réseau électrique pour que tu aies l'énergie tranquillement sans des coupures tout le temps d'énergie. Tu installes tes panneaux ou bien ta source renouvelable et tu mets un compteur ou bien un inverseur. Voilà. Si l'électricité arrive, ça inverse directement. Tu es dans le réseau principal. Sinon, toi, tu es tout le temps, tu as l'électricité chez toi. Donc, tu as la continuité de service. Donc, voilà, si j'ai un peu répondu à la question. Oui, après aussi, pour peut-être compléter un peu la réponse, je crois que les micro-réseaux permettent d'économiser beaucoup plus en transport d'énergie parce que ce qui coûte beaucoup plus, ce qui coûte encore plus, c'est le transport d'énergie. La production, ça va, mais le transport et surtout les infrastructures avec des pertes par effet joule, je pense que délocaliser ces centrales-là à petite échelle comme ça résout beaucoup de problèmes. Donc, c'est très adapté pour l'Afrique et surtout pour les petites entreprises qui veulent aussi se lancer dans ce genre de choses-là. Je pense que c'est assez intéressant. Et pour répondre à la question de Loubatu, j'aimerais savoir quelle position occupe le solaire thermique dans la transition. Le solaire thermique, tu parles seulement de la chaleur du soleil ou bien tu parles aussi du solaire thermodynamique comme on a présenté avec les concentrateurs et ainsi de suite là. Parce que je ne sais pas si la personne peut préciser ça. Est-ce qu'il parle du CSP peut-être? Oui, c'est ça que je veux confirmer parce que si c'est le CSP maintenant, ça dépend encore une fois de plus, mais ça occupe quand même une grande place, surtout en termes d'options de stockage, parce qu'on peut stocker beaucoup plus facilement les énergies. On peut stocker beaucoup plus facilement l'énergie issue, par exemple, des CSP. Parce qu'il y a un système de chauffage, comme on a expliqué la dernière fois, où il faut chauffer un liquide caloporteur et pouvoir transférer ça, garder pour un bon bout de temps et l'utiliser. Moi, je ne veux pas trop prendre des positions sur les technologies parce que, comme j'ai dit, ça dépend de beaucoup de critères. Ce qui est sûr, le solaire thermique occupe une bonne place, mais en fonction de chaque pays, on va faire une étude beaucoup plus approfondie pour savoir quel type de technologie est adaptée et quelle place cette technologie peut occuper dans le mix énergétique ou bien dans le mix de la transition énergétique de ces pays-là. On ne peut pas adapter ou bien adopter la solution du Sénégal au Tchad. Il y a une irradiation différente, on ne peut pas adapter ça. C'est sûr qu'en fonction du besoin, comme on a présenté le système thermique
a ses avantages et ses inconvénients. Le système solaire occupe aussi une bonne place. Mais pour choisir ce système-là, ou bien pour donner l'avantage à chaque système, il faut étudier. On ne peut pas décider sur un mythe à 20h41 que telle technologie est plus adaptée, alors que c'est beaucoup de formules, de mathématiques derrière pour tirer de telles conclusions. Et aussi, je vois Sana Lufti qui a posé une question et je pense qu'elle est anglophone. C'est apparemment un sujet de recherche. Euh, Elle dit, j'ai une question concernant la séparation mécanique de la masse noire dans le recyclage des batteries. Pourriez-vous partager, s'il vous plaît, ou bien s'il y a des nouvelles technologies ou des avancées récentes dans ce domaine qui améliorent l'efficacité ou la sélectivité? De plus, je suis curieux au sujet du recyclage direct des matériaux de cathodes récupérés. Y a-t-il des méthodes émergentes qui rendent les cathodes recyclées compétitives avec des cathodes commerciales en termes de performance de coût? Je crois que c'est assez profond comme question, les nouvelles technologies, les nouvelles avancées. Ça, c'est carrément un article de recherche. Et puis, les sujets de recyclage direct des matériaux récupérés. Franchement, on n'est pas allé aussi loin comme ça pour cette présentation-là parce que euh, ça, c'est assez profond comme recherche. Peut-être qu'on va se partager ces données-là. On peut s'écrire pour se partager des articles sur ces questions là-dessus. Mais avec beaucoup de novices déjà ici, on n'est pas tous des doctorants et des chercheurs. On ne peut pas rentrer dans tout ça. Et donc, Lufti, tu peux m'écrire en privé si c'est possible. J'essaie de voir un peu la question de Sana. Okay. Okay, I have a question regarding the mechanical separation of black mass in battery recycling. Could you share? Okay. Okay, Sana. For tout ce qui est recyclage de batterie, I can say that I can share with you some review or some papers after when you finish this meeting, inshallah. But aujourd'hui, il faut savoir que you have a lot of beaucoup de chercheurs ou bien beaucoup de même les industriels, ils se consacrent beaucoup plus sur tout ce qui est recovery, par exemple le recyclage de black mass ou bien le recyclage des batteries. Donc, pas de souci, on peut se partager des papers dans ce sens. Et comme a dit Casimir, voilà, il y a des gens qui sont beaucoup plus sur lithium-ion battery, ils connaissent quelque chose, tout ce qui est recyclage. Par exemple, moi, je suis beaucoup plus lithium-ion battery, processus de fabrication. Enfin, tout ce qui est recyclage, je connais quelques idées et quelques techniques, mais je ne suis pas à fond. Donc, je vais essayer de partager quelques documents. Voilà, peut-être si tu as des questions, on pourra revenir en privé. Il y a Dan qui a levé la main. D'accord. Bonsoir, vous m'entendez? Oui, Allô? on t'écoute, Dan, on t'écoute. D'accord. Merci pour la présentation. Alors, rapidement, je pourrais poser 3 questions si vous me les permettez, bien sûr. Alors, premièrement, c'est quels mécanismes fondamentaux limitent aujourd'hui la densité énergétique des batteries lithium et comment les nouveaux matériaux, par exemple les anodes au silicium, les électrolytes solides, peuvent-elles contourner ces limites?
Pour poser la seconde question. La première question, le début, comment les battre, je n'ai pas bien saisi. J'ai dit quels mécanismes fondamentaux limitent aujourd'hui la densité énergétique des batteries lithium et comment les nouveaux matériaux comme les anodes au silicium, les électrolytes solides peuvent contourner ces limites. Ok. Et la deuxième question est celle de savoir, est-ce que peut-on industrialiser les batteries sans solvant? Par exemple, les fabrications sèches pour limiter les coûts et la toxicité des électrolytes liquides. Ok, la troisième. La troisième est celle de savoir, les batteries à flux redox peuvent-elles dépasser 50 Wh par kilogramme en pratique, malgré leur faible densité énergétique? Parce qu'on se rend compte que généralement, elles vont de 20 à 30 Wh par kilogramme. Est-ce qu'avec les perspectives à venir, ces types de batteries peuvent dépasser les 50 Wh par kilogramme en pratique? Vous parlez de flow battery, flow redox battery. Exactement. Vous dites la question, vous reprenez la question si possible. Est-ce que les flots batteries peuvent dépasser les 50 Wh par kilogramme en pratique, malgré leur faible densité énergétique théorique? D'accord, compris. Donc, vous dites que voilà, pour la première question, ça parle un peu de la densité des batteries lithium-ion et pourquoi, ou bien des alternatives comme l'approche, si on choisit les électrodes, comme les nouveaux matériaux, par exemple l'anode. Vous avez parlé de l'anode ou cathode? L'anode Ok, au silicium. Ok, l'anode en silicium, ou bien l'électrolyte. Solide. Solide, ok. Compris. La densité, un peu la densité volumique et aussi la densité, tout ce qui est gravimétrique des lithium-ion actuels. Tout ce qui est la densité volumique, on a de 250 à sensiblement 700 watts par litre, ça c'est en termes de densité volumique. Et lorsqu'on voit la densité massive, on est à 150 et sensiblement 250. On peut aller jusqu'à 300 pour les solides les plus avancés. Donc, aujourd'hui, pourquoi on dit que voilà, pour tout ce qui est graphite ou bien pour tout ce qui est lithium-ion, on est vers cette densité. Ce sont par exemple, tout ce qui est graphite ou bien lithium-ion, ce sont des recherches. Voilà, les recherches qui stipulent après plusieurs charges et décharges, c'est la densité. Cette densité, on peut avoir, c'est la densité théorique et par la suite, on a la densité pratique. Voilà. Dans ce sens, on va dire que ce matériau, il est bien pour la partie cathode ou bien ce matériau, il est bien pour la partie cathode. Donc, en un mot, par exemple, pour une petite volume, combien d'énergie je peux y stocker? Et en termes de la densité volumique ou bien en termes de la densité massive. Donc, aujourd'hui, avec le lithium, tout ce qui est lithium-ion, on est sensiblement à l'échelle laboratoire ou bien à l'échelle un peu, on est de 150 à 250. Pourquoi? Par exemple, on n'a pas trouvé, par exemple, un matériau où on peut atteindre cette densité au fait, volumique et massive. Donc, c'est pourquoi on utilise toujours dans le matériel, dans tout ce qui est matériau cathode, le lithium. Maintenant, arrivé à l'anode, on peut utiliser plusieurs combinaisons. Actuellement, on utilise le graphite avec 372. Tout ce qui est en termes de milliampères par gramme, tout ce qui est capacité théorique. Donc, mais on va voir que pour le silicium, on a 3600. Mais le silicium, il a un problème, le problème d'expansion. Donc, avec le problème d'expansion,
on aura pas mal des accidents ou bien pas mal de la stabilité. On va avoir des batteries qui ne sont pas stables. Donc, c'est pourquoi aujourd'hui, on fait cet alliage silicium-carbone beaucoup plus. On essaie de faire d'alliage avec des coefficients bien déterminés. C'est pour pallier à cela. Donc, mais c'est beaucoup plus à l'échelle toujours un peu labo, à l'échelle beaucoup plus labo, peut-être l'échelle industrielle. Ça commence on essaie de développer des batteries silicium-carbone. Donc, aujourd'hui, on utilise, comme je dis, peut-être on peut utiliser des combinaisons comme graphite, silicium. Comme on dit graphite, on est déjà à 372 et le silicium, on est à 3600. Pourquoi pas graphite, silicium ou graphite, carbone, c'est la même chose. Donc, c'est juste, actuellement, on essaie de trouver des matériaux. On ne voit pas, on voit bien sûr la densité aussi, le côté stabilité. Donc, si le côté stabilité, c'est prometteur, demain, on va parler maintenant des batteries lithium carbone ou lithium graphite. Donc, lithium carbone graphite ou lithium graphite silicium. Donc, c'est ça. Donc, les recherches actuelles, elles visent à améliorer un peu ou bien à trouver des matériaux adéquats pour répondre un peu du côté un peu densité et aussi du côté stabilité de la batterie. Donc, c'est un peu ça, les recherches actuelles. Donc, actuellement, on essaie de parler aussi du côté électrolyte parce que, comme vous savez, la majeure partie de tout ce qui est électrolyte, pourquoi on vient aujourd'hui, on parle un peu de l'électrolyte solide ou bien de solidité de batterie. Par exemple, les batteries actuelles, on a beaucoup de problèmes. Par exemple, le problème, par exemple, comme je viens d'expliquer dans le cas des véhicules électriques. Donc, lorsqu'il fait chaud, par exemple, il fait très chaud, par exemple, dans nos pays, les pays africains ou bien même en Europe, lorsqu'il fait chaud, on a tout le temps la batterie, elle prend feu directement. Et si on est en cas de circulation, c'est tout le véhicule qui a pris feu. Et à cause de cela, c'est à cause des chocs entre un peu l'électrolyte, le séparateur qui n'a pas bien fait son travail ou bien l'électrolyte liquide. C'est pourquoi de nos jours, pourquoi pas, on passe maintenant à l'électrolyte solide. Donc, on fait des batteries 100%, il n'y a même pas d'électrolyte liquide là. On ne parle pas du SCDMC ou bien on parle juste de l'électrolyte solide à base, je ne sais pas. Aujourd'hui, on parle j'ai pas vraiment beaucoup d'idées, mais on parle que ce soit du côté cellulose, à base de cellulose, pourquoi pas trouver des électrolytes solides. Donc, d'où on engendre un peu, on parle un peu de nos jours, tout ce qui est solid state battery, c'est-à-dire on a anode, cathode, il n'y a même pas comment on appelle, d'électrolyte solide. Donc, tout est solide. Il n'y a pas une solution ou bien de l'électrolyte liquide qui est injecté. Donc, l'électrolyte qu'on a mis, c'est solide. Le séparateur, il est déjà solide. Dans notre cathode, lorsqu'on parle de l'électrode dans le vacuum pour évaporer, c'est déjà solide. Donc, l'électrode, il est solide. Donc, c'est pourquoi on a des batteries 100% solides. Donc, si j'ai bien répondu à la question. Donc, aujourd'hui, on vise un peu tout ce qui est solidité de batterie, c'est pour un peu la question de sécurité. Donc, question de sécurité, mais on voit bien que le solidité de batterie, c'est vraiment très cher. Actuellement, les recherches stipulent que voilà, c'est trop cher parce que tout le process, ça nécessite vraiment beaucoup en termes de coûts. Lorsqu'on voit les batteries à électrolyte liquide, c'est moins cher. Donc, pour les batteries redox flow, pourquoi on ne peut pas atteindre 50 watts par gramme? En fait, la dernière question, je n'arrive pas à bien citer. Est-ce que tu peux répondre ou tu peux essayer d'expliquer? Non, la question est celle de savoir est-il possible d'atteindre ou de dépasser les 50 Wh en pratique, Wh par kilogramme en pratique, parce qu'on se rend compte qu'actuellement, avec ce genre de batteries, on atteint juste entre 20 et 30 Wh par kilogramme. Mais est-ce que dans les temps à venir, sera-t-il possible de dépasser les 50 Wh par kilogramme en cas pratique? Peut-être pour répondre à cette question, c'est vouloir demander à quelqu'un de 1,50 m d'espérer qu'il atteigne 1 m ou 2 mètres, quoi.
Parce qu'il y a des limites physiques qu'on ne peut pas atteindre. On dit que les sels de vanadium, ils ont une certaine capacité de se dissoudre bon, il y a un maximal qu'ils ne peuvent pas dépasser. Et c'est ce qui conditionne un peu cette capacité-là cette capacité-là. Du coup, on ne peut pas aller au-delà. Si on veut aller au-delà, on doit changer de corps, simplement. Il y a du lithium qui dépasse, par exemple, ça. Il y a l'hydrogène de bromate aussi qui peut dépasser ça. Si on veut exiger c'est que les sels de vanadium puissent dépasser ça, je pense qu'on peut les charger avec d'autres corps, mais on ne peut pas aussi dire impossible à la science, hein, parce que ce qui est impossible aujourd'hui peut être possible demain, mais pour le moment, les limites physiques ne nous permettent pas simplement. Oui, M. Casimir a déjà dit, si vous voulez, par exemple, demain, si vous êtes intéressé par tout ce qui est redox flow battery, peut-être faire des alliages, par exemple, entre le fer, vanadium, ou bien zinc, iode, ou bien zinc, bromine. Donc, c'est faire des alliages, mais mettre un peu avec des ratios un peu pour dépasser. Mais actuellement, comme on dit, ce sont des limites qui sont là. Voilà, après plusieurs recherches, ils ont mis voilà, le côté théorique qui est là. On ne peut pas dépasser ça. Mais il y a toujours cette possibilité de faire des alliages, ou peut-être pourquoi pas, demain, on peut découvrir, par exemple, du redox flow battery à base de vanadium, par exemple, que ce soit ici en Afrique, dont les capacités peuvent dépasser les 50. C'est possible, tout est possible. D'accord, merci beaucoup. Je n'avais pas très bien compris la dernière question, ou bien c'était déjà répondu. C'était celle qu'on vient à peine de répondre. Ah, ok. Merci. Welcome. Je crois qu'il n'y a plus de questions, ou bien on a oublié une question. Sinon, on a aussi dépassé l'heure. Aujourd'hui, on a fait pratiquement 2 heures. Madame Faiza, je ne sais pas si tu as d'autres choses à dire. Demain, j'aimerais quand même mentionner, demain, on a déjà parlé du système de production. On a parlé aussi du système de stockage d'énergie. Demain, on va un peu voir le côté économique. Finalement, après tout ce qu'on a, qu'est-ce que ça coûte en termes d'argent pour chaque type de technologie? On va brosser ça et peut-être revenir aussi sur l'efficacité énergétique que je ne veux pas oublier parce que c'est quelque chose d'assez important pour les habitudes même de consommation énergétique. Je crois que c'est important de revenir dessus. Donc, demain, efficacité énergétique, analyse technico-économique. Et si possible, si le temps nous permet, on va revenir. Si le temps nous permet, on va revenir un peu sur l'énergie, l'hydrogène vert. Voilà, l'hydrogène vert. Mais voilà, pour moi, c'est bon comme ça. Ok, bon, moi, je n'ai pas à dire, voilà, c'est un peu ça mon LinkedIn, Faiza Bachar Saboun Faiza. Donc, si vous avez des questions ou bien vous avez quoi que ce soit, n'hésitez pas. Voilà, on peut. Et je sais qu'il y a pas mal parmi vous qui sont du domaine de l'énergie. Voilà, ça, c'est un plaisir vraiment d'apprendre aussi de vous et de vos différents backgrounds aussi. Bonsoir, monsieur Fadjoun. C'est possible, si vous pouvez revenir aussi le stockage électrostatique aussi avec le supercondensateur, ou bien Faiza, si possible demain. Ok, la question c'est quoi? C'est-à-dire, si vous pouvez revenir sur le stockage électrostatique, c'est-à-dire le supercondensateur. Comment ça se passe le stockage et le déstockage aussi? Ok, demain, we have just 1 hour and a half et Casimir 1h30 et Casimir va essayer de nous parler un peu de tout ce qui est, voilà, au côté un peu court. Il y a pas mal de trucs à nous donner, donc ça va être un peu compliqué. Mais n'hésite pas, comme tu as essayé de dire, on va être sur WhatsApp ou bien sur LinkedIn. Si pas mal tu as des questions, je peux vous aider dans ce sens.
Ok, merci beaucoup. Plaisir d'être parmi vous aussi. Donc, excellente soirée.